Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart tous les jours, à la mi-journée 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le rallye de Noël, mais à l'envers, c'est un jour de correction pour les marchés actions et les actifs risqués en général, avec l'aspect sanitaire qui revient en force et en urgence sur le premier plan de la scène, avec cette mutation du virus, cette souche variante qui a été décelée dans le sud-est de l'Angleterre, qui a fait prendre au Royaume-Uni et à Londres notamment des mesures de restriction en urgence qui sont en train de se diffuser un peu partout en Europe. Le Royaume-Uni qui a été isolé du reste de l'Union européenne pour au moins quelques jours. Cette nouvelle souche du virus qui rappelle effectivement qu'avant même la vaccination de masse, il y a encore une pandémie qui enfle. On le voit également aux États-Unis, là aussi où l'épidémie est toujours exponentielle. Notez par exemple dans les signaux intéressants à noter, Apple qui referme tous ses magasins dans l'État de Californie, un des États qui a été les plus affectés par cette pandémie de Covid. L'aspect sanitaire donc qui joue comme un rappel à l'ordre sur les marchés. Après évidemment 6-7 semaines bercées par l'espoir d'un vaccin très efficace, beaucoup plus efficace que ce qu'on imaginait. Rappel à l'ordre qui se traduit par une baisse de 2,5% pour le CAC ce soir. On évite le pire pour l'instant. Le CAC qui clôturait à plus de 5500 points vendredi, qui ouvrait ce matin à 5300 points et quelques et qui se retrouve en clôture à 5393 points. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Parmi les bonnes nouvelles, on a quand même quelques accords au Congrès américain sur un package Covid qui va permettre de maintenir un certain nombre d'aides pour les ménages, les chômeurs et les petites et moyennes entreprises américaines, un paquet de 900 milliards de dollars. Et puis on l'attendait, enfin l'approbation par l'autorité européenne du médicament d'un premier vaccin, le vaccin Pfizer-BioNTech qui a déjà été approuvé il y a quelques semaines par les États-Unis. Les États-Unis, eux, qui ont approuvé ce week-end un deuxième vaccin, le vaccin Moderna. Voilà pour les sujets du jour. On parlera de tout cela avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique qui sera consacré à l'immobilier et l'impact à l'occasion de la création d'un nouveau fonds, un OPPCI précisément, un organisme de placement professionnel collectif dans le secteur immobilier lancé par la maison de gestion Montbleu Finance. Deux invités seront avec nous dans le dernier quart d'heure, donc les spécialistes de Montbleu Finance pour parler de ce nouveau produit à partir de 19h15 en direct. Journée risk-off sur les marchés juste avant la trêve de Noël. La semaine sera évidemment écourtée avec une demi-séance jeudi et des marchés fermés en Europe et aux États-Unis vendredi. Les infos clés du jour après la clôture européenne avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 2,43% à 5 393 points dans un volume d'échange d'environ 4,5 milliards d'euros. L'apparition d'une nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni inquiète les investisseurs européens. Londres a en effet informé l'OMS d'une rapide propagation d'une nouvelle souche de coronavirus plus contagieuse que les précédentes et pour le moment hors de contrôle selon le ministre de la Santé britannique. Une découverte qui a poussé Boris Johnson à imposer un confinement à Londres ainsi que dans le sud-est du pays. Quelques heures après, de nombreux pays ont suspendu leur vol avec le Royaume-Uni, à l'instar de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, mais encore du Canada ou de l'Inde. Selon l'OMS, cette souche découverte au Royaume-Uni aurait déjà été découverte au Danemark ainsi qu'aux Pays-Bas ou en Australie. Une situation qui fait cependant reculer l'ensemble des marchés européens, le FTSE perdant un peu moins de 2% et le DAX un peu moins de 3%. La nouvelle de l'autorisation du vaccin développé par Pfizer et BioNTech sur le territoire européen ne rassure pas les marchés pour autant, même si l'Union européenne va elle aussi pouvoir commencer à administrer le vaccin. L'autorité européenne du médicament devra d'ailleurs rendre son avis en ce qui concerne le vaccin développé par Moderna, cette fois-ci début janvier, alors que ce dernier vient d'être autorisé aux États-Unis et que les livraisons ont commencé dès ce week-end. États-Unis toujours, les parlementaires semblent avoir réussi à s'entendre sur un plan de relance budgétaire. D'après Mitch McConnell,
McConnell, le leader républicain au Sénat. Les 4 dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants ont finalisé un accord sur un programme de secours contre la pandémie. L'accord concerne un paquet de mesures d'aide pour un montant de 900 milliards de dollars et intègre une aide notamment de 600 $ versée aux plus vulnérables, mais aussi des allocations chômage revues à la hausse aux environs de 300 $ par semaine, ainsi que des aides conséquentes aux petites entreprises américaines. Le projet de loi doit d'ailleurs être voté aujourd'hui au Congrès, tandis qu'un porte-parole de la Maison-Blanche a fait savoir que Donald Trump soutenait le projet et se tenait prêt à le ratifier. Côté démocrate, on se félicite évidemment de la nouvelle tout en assurant que les démocrates reviendront à la charge pour de nouvelles aides après le 20 janvier, à savoir la date de l'investiture de Joe Biden. Du côté des statistiques, la progression de la confiance des consommateurs plus rapide que prévu au mois de décembre en zone euro a également peu d'effet sur les marchés. Les économistes attendaient un recul de 16,8 points. Elle remonte finalement à moins 13,9 points. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, 2 valeurs seulement au sein du CAC 40 sont dans le vert ce soir. Il s'agit de Saint-Gobain et Worldline. Le reste des valeurs est dans le rouge. Les plus fortes baisses sont notamment à chercher du côté des bancaires, mais aussi de Vinci, ArcelorMittal, Unibail, Rodamco, Westfield ou encore AXA et Engie. Côté actualité, on notera essentiellement la cession pour 213 millions d'euros de bureaux par Unibail, Rodamco, Westfield à La Défense, mais aussi le feu vert donné par la Commission européenne à la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler. Et à Wall Street, côté valeur toujours, on note que l'équipementier Nike dévoile un bénéfice net par action de 78 cents au deuxième trimestre. C'est 16 centimes de plus qu'attendu grâce notamment aux achats en ligne ainsi qu'à la recherche de vêtements confortables en période de confinement. On fait un petit tour du côté des matières premières à présent avec l'or qui recule pour s'échanger aux alentours des 50 $, tandis que l'once d'or bénéficie du contexte actuel et s'apprécie pour s'échanger aux alentours des 1880 $. 1880 $ l'once d'or donc. Et on finit à présent avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des estimations de PIB au Royaume-Uni ainsi qu'aux États-Unis. Ils découvriront également la confiance des consommateurs en Allemagne pour le mois de janvier à venir. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée et le soir depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet nous accompagne, responsable de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir et bienvenue Léa, directrice Bonsoir. De l'investissement responsable, ça évitera la redondance. Et Louis Defels à vos côtés, directeur général de Raymond James Asset Management à Paris. Bonsoir et bienvenue Louis. Louis, je vous laisse commencer là sur cette séance un peu dure, un peu éprouvante. On ne l'avait pas forcément vu venir comme ça. Je le disais en titre, l'aspect sanitaire revient violemment sur le devant de la scène, alors que depuis le 9 novembre dernier, le marché se berçait d'illusions, non, d'une forme de réalité avec l'efficacité des vaccins, Pfizer-BioNTech, puis Moderna. On était prêt à enjamber plusieurs mois encore de pandémie avec cette perspective de vaccins efficaces. Finalement, le chemin s'annonce peut-être un peu moins tranquille. Oui, c'était clairement la mauvaise nouvelle de ce week-end. Je pense que tout le monde avait envie de passer des fêtes bien au calme. Voilà, on s'est dit, allez, plus que 10 jours de bourse, on va bien finir l'année. Et ben non, nos amis anglais, entre le Brexit et le virus, feront encore parler d'eux. Donc c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle, mais après, voilà, faut pas non plus paniquer. Vous connaissez les médias, ils aiment bien toujours en rajouter pour pouvoir faire un peu de buzz. Donc pour le moment, on n'en sait pas plus. Prudence, on a vu vraiment une journée risk-off, prise de risque sur les marchés. Néanmoins, le patron, M. Wu, a clairement dit que ça ne remettrait pas en cause l'efficacité du vaccin. Donc peut-être pour le moment, il faut quand même prendre des pincettes, mais pour le moment, prudence. On a vu que Wall Street tient plutôt bien ce soir. Monsieur Wu, juste, c'est l'OMS, c'est ça? Oui, c'est ça, d'accord. Oui. Voilà, donc pour le moment, bon, on a vu qu'il avait été pas toujours un peu décrié dans le passé, donc il faut faire attention. Mais néanmoins, l'accélération du nombre de cas de contagiosité au UK, il faut la relativiser, parce qu'on parle de 70%, mais c'est plutôt la borne haute. Voilà, normalement, donc c'est vrai que c'est accéléré. On parle, juste parce qu'on n'a pas encore tous en tête les éléments liés à ce variant, cette nouvelle souche du virus, mais on parle d'une transmissibilité, enfin d'une contagiosité qui serait 70% plus importante que la souche initiale, c'est ça Exactement, mais pour le moment, c'est la courbe haute, 70% qu'on regarde. Donc en gros,
Voilà, vous savez, on peut faire parler toujours les chiffres, donc prudence quand même dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est de regarder, vous savez, le fameux R. C'est que chaque personne, combien de personnes contaminent une autre. Et on voit que le R au UK a progressé un peu en ligne avec la mobilité. Vous savez, plus on bouge dans les pays, plus le virus suit d'habitude. Et ça suit à peu près la hausse de la mobilité. Donc, ce n'est pas non plus alarmant. Donc, bien évidemment, prudence. Attendons de voir dans les prochains jours. Donc voilà, donc peut-être qu'en effet le marché s'était un peu emballé suite au vaccin. On a vu un énorme mois de novembre avec plus de 20% sur le CAC 40 au mois de novembre. Donc voilà, prudence, mais je pense qu'on va en savoir plus dans les prochains jours. Mais point clé pour préciser les choses avec vous, point clé d'attention pour les investisseurs, à ce stade, il n'y a pas de remise en cause de l'efficacité des vaccins sur cette nouvelle souche, sur ce nouveau variant. Donc on ne va pas effacer les 6 semaines de bourse qu'on a derrière nous, enfin en tout cas à ce stade. Et puis l'autre point, c'est effectivement la contagiosité semble plus importante. Mais vous dites, il y avait aussi un assouplissement des mesures sanitaires qui fait que de toute façon, ce taux de reproduction était très corrélé à la mobilité retrouvée d'une certaine manière. Exactement. Pour une fois, on peut se féliciter en France parce qu'on était peut-être les premiers reconfinés et on voit qu'on est les seuls en Europe où le taux de la progression du coronavirus est plutôt en stabilité, même s'il a remonté un peu dernièrement suite à la réouverture des commerces. Mais on voit que l'Allemagne a eu plus de mal. Le UK aussi n'avait pas autant confiné. Donc voilà, peut-être la forte accélération. Est-ce que c'est lié à la nouvelle souche? Est-ce que c'est lié à la hausse de la mobilité? On ne le sait pas. Donc c'est vrai que là, le Boris Johnson a été très radical, très pour reconfiner tout de suite, en tout cas le sud-est dans l'urgence. Mais néanmoins, voilà, c'est plutôt revenir en ligne avec ce que faisaient déjà les autres pays, dont la France. Donc pour une fois, on peut penser que la France en sort pas trop mal. Donc nous boudons pas trop notre plaisir. De temps en temps, c'est pas interdit. Et sur la situation de marché aujourd'hui, de la séance du jour, bon, on a vu des baisses de 3 à 4% sur certains indices au pire de la séance. Quand vous regardez l'ensemble des marchés, il n'y a pas de panique. C'est pas un mouvement de panique aujourd'hui. Non, clairement, il n'y a pas un niveau de panique. On l'a vu même aussi, il n'y a pas eu des flight to quality, ce qu'on appelle vers les devises ou même vers les taux. Même l'once d'or a à peine bougé aujourd'hui. Donc on voit que c'est vraiment pas du tout une journée de sell-off, de panique comme on avait pu avoir en fin février, au mois de mars. Donc pour le moment, c'est encore un peu tôt, mais pour le moment, on parle de la stratégie de marché tout à l'heure. Mais nous, si ça devait continuer de baisser, ce serait plutôt une opportunité de marché, parce qu'on verra tout à l'heure, les étoiles commencent à être un peu alignées pour avoir un bon cru 2021 normalement. Court terme est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait, mais l'horizon moyen terme reste, lui, plutôt dégagé d'une certaine manière avec la perspective de réouverture à un moment quand même de nos économies. On en discutera sur la stratégie de marché. Vos commentaires, Léa, sur la séance du jour, enfin le mouvement du jour, effectivement, qui nous rappelle à une certaine réalité. Il y a un petit côté rappel à l'ordre, quand même. Moi, déjà, il y a une première chose qui me choque, et c'est intéressant d'avoir cette discussion tous ensemble, c'est je suis stupéfaite par la tournure que prend mon métier, en fait. Parce que je ne suis ni médecin, ni épidémiologiste, encore moins d'ailleurs, et je dois gérer au quotidien la compréhension des vaccins, de leur validation, de leur efficacité, des taux de contamination, c'est hallucinant. Donc on se retrouve dans une situation pour nous investisseurs qui est assez compliquée, je trouve. Alors pour aller un peu plus quand même vers ce qui moi me concerne, je suis un peu moins d'accord avec le fait que les marchés n'ont pas réagi violemment. C'est pas vrai. Quand on regarde l'ouverture qu'il y a eu, quand on regarde en intraday, pour reprendre le jargon qui va bien, la séance elle a été assez bouleversée parce qu'il y a eu des moments où il y a eu des flight to quality, en tout cas dans les valeurs qui ont été, j'allais dire, plus résilientes ou recherchées par les investisseurs et celles qui ont été vendues en masse. Donc on a une espèce de petit regain de panique qu'on n'a pas eu depuis un certain temps, en tout cas sur la thématique coronavirus. Parce qu'on a eu, fin octobre, un petit peu de soubresaut, mais qui n'était pas lié à ça particulièrement. Là, on revient sur le problème du vaccin, le problème du virus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette histoire, elle n'est pas terminée. Et donc, on a parlé de parenthèse il n'y a pas très longtemps ensemble sur une précédente émission. Je crois que là, clairement, on sait que ce n'est pas une parenthèse. Et je pense que ça effraie quand même un tout petit peu parce qu'on se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Parce que là, ce virus qui mute et qui devient, alors, effectivement, qui se propage plus vite, mais qui est apparemment un petit peu moins dangereux, bon, c'est une chose, mais quelle est l'étape d'après? Et là, on est en train de s'installer finalement dans une situation qui va durer comme ça. Et c'est ce manque de visibilité qui était là au début de l'année pour une phase très restreinte qu'on est en train d'apercevoir. On se pose toute la question de 2021 en réalité.
c'est une échéance très très longue. Ouais. Donc moi, voilà, j'interprète cette séance comme une séance quand même relativement violente. Un appel à la prudence. Bah oui, je ne pensais Ouais, pas que les marchés réagiraient comme ça. Oui. D'autant qu'il faut regarder aussi la stratégie. Alors, la stratégie de vaccination, mais avant même cela, la stratégie d'approvisionnement en vaccins de l'Union européenne. On en parle aujourd'hui. Il y a eu un papier ce week-end dans Der Spiegel, très documenté de plusieurs feuillets, qui laisse entendre que l'Europe s'est approvisionnée trop tard, a sécurisé trop tard ses approvisionnements et donc ne sera pas servie en premier, et sans doute dans des proportions insuffisamment importantes au regard des besoins de la population européenne. En plus, avec une stratégie de diversification, on savait qu'il y avait une dizaine de vaccins qui étaient dans les starting blocks. Pour l'instant, il y en a 2 seulement qui sont sortis. L'Europe a choisi, semble-t-il, de diversifier ses approvisionnements et donc, pas de bol, elle n'a pas forcément misé à fond sur Pfizer-BioNTech et sur Moderna, contrairement aux États-Unis, au UK, qui ont mis le gros sur ces vaccins-là qui étaient les plus avancés avant même qu'ils soient approuvés par les autorités de santé. Oui, on parle un peu de cacophonie, c'est ce qu'on se disait juste avant, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans une situation où on est beaucoup à prendre des décisions. La souveraineté nationale, elle est difficile à trouver dans cette histoire. Là, c'est difficile. Que répondre à ça? Ce sont des décisions politiques. Et là, malheureusement, on se retrouve finalement un peu le dernier, encore une fois, dans cette course internationale à la lutte contre le coronavirus. Bon. Et c'est vrai qu'une fois de plus, on voit que les États-Unis vont sortir un peu vanceurs, même s'il ne faut pas comparer les pays. Je ne parle même pas d'Asie qui sont déjà repartis à fond. Ils auront payé quand même le plus lourd tribut en termes de morts dans cette épidémie. Enfin, en tout cas, au moment où on se parle, c'est eux qui payent le plus lourd tribut. Je ne sais pas si vous avez vu à Wuhan, qui était quand même l'épicentre de la maladie. Aujourd'hui, tous les jeunes Chinois sont encore en boîte de nuit. Ils sont repartis. Donc c'est vrai que pour nous, on en rêverait peut-être tous aujourd'hui. Mais malheureusement, avant peut-être que le fameux vaccin de Sanofi arrive, ça sera peut-être maintenant on parle même de l'automne ou même l'hiver 2021. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment l'Europe a un peu misé sur le mauvais cheval. Alors que c'est vrai ils n'ont pas tout mis sur Sanofi, mais on comprend dans l'article Der Spiegel qu'il fallait que pour la partie française, il y ait du Sanofi sécurisé quand même c'est français, vous connaissez, à hauteur du poids de la France dans l'Europe, d'une certaine manière. Vous connaissez comment les vaccins, par exemple les Français, sont un peu mitigés sur les vaccins. Quand on regardait par rapport aux États-Unis, ils n'aiment pas trop ça. Donc c'est vrai que s'il y avait eu Sanofi, ça aurait pu permettre de soulager un peu, parce que comme Sanofi est une grande société française reconnue dans laquelle on peut avoir tout à fait confiance. Mais c'est vrai, ce qui est un peu dommage, c'est qu'une fois de plus, les États-Unis qui commencent déjà la vaccination vont repartir. Je pense dès la fin du printemps, en plein printemps, ça va repartir à fond. Et nous, on sera toujours dans un phénomène de stop and go en fonction de la 3e vague, 4e vague. Et on va encore tâtonner. Donc c'est vrai que je pense que la reprise économique, c'est là où je vous rejoins, va pas être peut-être aussi rapide. Donc voilà, c'est la seule chose qui est toujours embêtant, c'est que l'Europe, je ne sais pas si c'est vraiment lié à nos politiques, mais pourtant je trouve qu'il y a du mieux sur le Brexit. De toute façon, c'est un débat qui est difficile à tenir. En revanche, qui est important pour la reprise, c'est pour ça que je dis, moi je vois mon métier changer. Ce dont il faut parler, c'est comment l'économie va se relancer. Il y a eu le package américain qui est, à mon sens, quand même un élément extrêmement important. Mais moi je regarde plutôt l'après-crise, quelle que soit la solution, il y en aura bien une à un moment ou à un autre. Comment l'économie va se redresser de tout ça? Là, c'est plus compliqué. Je pense que là encore, on va avoir effectivement des États-Unis qui vont être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus engageants dans les mesures qu'ils vont prendre. Et puis, on voit aussi qu'en Europe, c'est un peu plus compliqué, même sur ce plan-là. C'est les cicatrices de la crise qui nous intéressent, les dommages irréversibles. Pour revenir sur l'idée de l'alignement des planètes, alors c'est intéressant. On pensait que 2021, ce serait la fin justement des stop and go. Ce sera peut-être pas le cas, au moins en tout cas sur la première partie de 2021. Néanmoins, l'horizon de moyen terme pour vous reste suffisamment clair, éclairci par rapport à la situation actuelle, Louis? Alors, plusieurs éléments. C'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à l'annonce de ce week-end en Angleterre, on était les planètes étaient plutôt alignées. On avait le policy mix, donc vous savez, c'est des politiques à la fois budgétaires et monétaires. Donc on a vu les politiques, que ce soit de la BCE, Christine Lagarde, ou même la Fed la semaine dernière, qui ont continué de dire qu'ils soutiendraient que les taux resteraient bas pendant longtemps.
Donc ça, c'est quand même très positif pour les valorisations des marchés actions, dont on pense clairement qu'ils ne sont pas en bulle. Alors, il y a peut-être quelques valeurs par-ci, par-là qui peuvent peut-être l'être, mais clairement, quand vous regardez les différentes primes de risque, aujourd'hui qui sont autour de 3% aux États-Unis, ça vous laisse avoir à peu près une performance de 8% en annualisé sur les 3 prochaines années. Donc nous, on ne stresse pas trop, parce que de temps en temps, les gens disent « Ah oui, le marché est cher, le S&P, il est à 24, 25 fois le PE », mais à chaque fois, c'est toujours pareil, quand vous êtes en reprise de cycle, vous êtes en bas des marges bas de cycle, donc vos PE sont assez chers. On est prêt à payer plus cher les profits de demain. Exactement, et c'est souvent ce moment-là qu'il faut acheter les valeurs cycliques. Au contraire, les valeurs cycliques, il ne faut pas les acheter quand les PE sont faibles, c'est plutôt que vous êtes en haut de cycle. Et donc moi, ça ne me dérange pas du tout aujourd'hui de remettre un peu de valeurs cycliques en portefeuille, donc attention quand même au stop and go, mais il y a quand même quelques valeurs qui devraient quand même de cycliques de qualité, bien sûr, on ne va pas prendre les valeurs avec des forts bilans très endettés, celles qui ont toutes le plus remonté, on va dire, au mois de novembre, mais il y a vraiment des choses à faire, parce que quand on regarde les États-Unis ou même en Europe, les stocks des entreprises sont plus bas. Que ce soit dans les industries, dans l'automobile, même dans l'immobilier, les stocks sont plus bas. Il y a eu un été qui était assez bon, donc même si les phénomènes des stop and go, ça va repartir. Quand on regarde les indices manufacturiers aux États-Unis ou même en Asie, en Europe, ils sont repartis très bons. C'est plutôt le service qui a un peu souffert à cause de l'hôtellerie-tourisme, mais néanmoins, ça repart bien. Donc, si en plus le vaccin arrive notamment aux États-Unis, mais je pense que voilà, le marché a envie d'acheter, même si ça va être plus long en Europe, toute cette reprise cyclique qui va arriver, on l'a vu. Attention de ne pas acheter non plus n'importe quoi. Mais voilà, des secteurs comme l'industrie, les semi-conducteurs, parce que c'est un vrai enjeu quand on voit l'automobile qui est en crise depuis 3 ans, ça commence à aller mieux, notamment avec l'électrification. Tout ce qui est hybride, donc on peut jouer l'automobile, mais aussi tous les semi-conducteurs, parce que les semi-conducteurs, c'est un des meilleurs moyens de jouer l'expansion de la 5G, l'automobile et plein de secteurs. Donc nous, voilà, on a commencé à remettre un peu de risque en portefeuille, et on pourra parler à la fin des différentes stratégies. Pour ceux qui nous écoutent, l'autre moyen, sans prendre trop de risques, les fameux portes de saloon, c'est vrai que ce matin, vous avez parlé que c'est vrai qu'il y avait un risk-off, parce qu'on a vu les sociétés qui avaient le plus remonté ont, elles, plus chuté. Et souvent, moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt les valeurs small cap qui a été en sous-performance depuis 3 ans. Aujourd'hui, elles ont plutôt pas trop mal résisté. Elles ont fait à peine -1, -1,5. Donc, vous voyez, contre plus de 2,5, -3 pour les large cap. Donc, c'est un bon moyen. Ça passe un peu à travers. Il n'y a pas cette forte rotation sectorielle que l'on a. Donc, voilà. Donc, moi, je conseille de remettre un peu de small cap en portefeuille pour jouer ce rebond cyclique l'année prochaine. Ouais. Bon. Après, non, mais les mouvements des petites valeurs, ça témoigne aussi de quels sont les investisseurs qui font les marchés aujourd'hui. Et malheureusement, là, on voit bien que c'est des sell-off massifs. Et c'est en ça que l'analyse comportementale du marché, elle est intéressante. C'est des sell-off massifs par des grands investisseurs et par des indices aussi. Mais néanmoins, donc c'est les large cap. Je suis d'accord. Oui, c'est les grandes capitalisations qui, dans un mouvement de sell-off comme ça, d'aversion pour le risque, qui sont vendus par en masse, on va dire, et donc forcément par ceux qui détiennent des montants conséquents. Moi, je crois que il y a plusieurs choses à retenir d'une journée comme celle-ci, et je partage globalement. Moi, ma stratégie dans ces cas-là, et ça a toujours été la même, c'est de ne pas bouger. Donc plus de cyclicité. Moi, j'ai des portefeuilles assez équilibrés, c'est pas tellement comme ça que je le regarde. En revanche, en investisseur fondamental, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule parce qu'effectivement, on est dans telle ou telle situation. Je crois que les dernières semaines, et si je remonte au début de l'année en entier, témoignent bien que la difficulté à trouver une orientation, elle est vraiment présente. Et elle est présente sur les marchés depuis de nombreuses années en réalité. Donc il faut avoir une stratégie qui est pérenne dans le temps, qui ne change pas. Les miennes, elles sont vraiment dans cette logique-là, et je pense que c'est la logique d'un investisseur de conviction. Et puis après, charge effectivement à ceux qui font de la stratégie d'allouer. Mais bouger, c'est quasiment impossible. C'est très juste, je pense que vous avez tout dit en bourse. Le plus important, c'est d'avoir un process de gestion, un horizon, et de s'y tenir. Le pire, c'est de changer de braquet à chaque news et d'être trop focalisé dans le marché, c'est les portes de saloon. Ça, c'est vraiment terrible. Donc, en effet, quand nous, clairement, on pense que les taux vont rester bas pendant longtemps, donc évidemment, les belles valeurs de qualité, de croissance visible que beaucoup de gens ont en portefeuille, évidemment, on ne les vend pas. Ouais. Néanmoins, ce que je disais, c'est que comme on est plutôt, malgré si le virus est toujours là, en reprise cyclique. Normalement, quand les PMI manufacturés remontent, c'est toujours arrivé que les small caps, notamment aux États-Unis, vous avez vu que pour la première fois depuis 3 ans, le Russell 2000 a fait mieux que le S&P. Oui. Voilà. Donc nous, on n'est pas à dire on vendons les GAFA ou vendons les belles sociétés, mais je pense que pour la première fois, peut-être le Russell 2000 va faire mieux que le S&P en 2021, ce qui n'est pas arrivé depuis quasiment 5 ans, parce que les GAFA, qui font maintenant plus de 25% de l'indice, ont fait des telles performances que c'est vrai que toutes ces belles valeurs qu'il y a dans le Russell 2000 n'avaient carrément pas suivi. Donc gardez vos GAFA, prenez un peu de profit sur les GAFA, et
avec ces profils-là, mettez du cycle, mettez des small et mid cap. C'est ça le message, Louis. C'est un peu le message, mais comme dit Léa, c'est vrai qu'il faut faire attention. Voilà, le but, c'est pas de changer tout son portefeuille d'un coup. C'est vous avez votre ciment, les belles valeurs de fonds de portefeuille que les gens aiment beaucoup, les LVMH, les L'Oréal, les Air Liquide, etc. Donc ça, ou même les GAFA qu'il faut permet de bien dormir. De bien dormir. Et néanmoins, remettre un peu de risque en portefeuille. Donc c'est vrai que c'est une des thématiques que l'on aime beaucoup. Et je pense on va en aborder après tout à l'heure avec tout ce qui se passe au niveau aussi des flux, notamment autour de l'ESG et du green. C'est aussi une deuxième thématique que l'on aime aussi beaucoup et je pense qu'il continuera de surperformer dans les prochaines années. Allons-y tout de suite. Je le présentais comme ça. C'est vrai que cette crise pandémique, ses conséquences, semble-t-il, ont accéléré, voire transcendé la prise en compte des facteurs ESG, des critères extra-financiers qui repondèrent, on va dire, dans l'analyse, les critères liés à l'environnement, aux questions sociales, aux questions de gouvernance. Déjà, est-ce que cette affirmation est vraie, Léa ? Et puis, je crois qu'il y a quelques exemples très récents. J'aimerais bien qu'on en dise un mot, et notamment tout ce qui se passe autour de le procès, les auditions, quelques années après l'incendie de la tour Grenfell à Londres, qui avait fait, je l'ai noté parce que le chiffre est quand même hallucinant, 72 victimes le 14 juin 2017. On a vu Saint-Gobain qui baissait sur la nouvelle vendredi, mais il y a surtout un fournisseur de matériaux irlandais, je crois, côté en Irlande, qui a beaucoup chuté aussi la semaine dernière. Mais déjà sur l'affirmation que oui, cette crise transcende l'ESG, vous êtes d'accord ? Absolument. Il y a deux choses. Il va y avoir la partie, je dirais, profil de produits et services qu'une entreprise va apporter. Donc là, les thématiques de long terme, on les a tous en tête, la démographie, l'écologie, j'y reviens pas. Mais il y a cette notion de responsabilité là d'entreprise qui est en train d'arriver. Je crois que j'ai jamais vu une année avec autant de scandales comme celle qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à dire les gros scandales, un peu à la Dieselgate, à la BP, au moment de la catastrophe Macondo, ça arrive une fois tous les 2-3 ans, on a un gros cas comme ça qui sort. Là, je prends juste la bourse européenne, entre Wirecard, Solution 30 là, qui fait débat, Kingspan maintenant, on a quand même 3 sociétés qui ont à peu près les mêmes problèmes, de manière un peu différente, qui sont des problèmes d'opacité comptable, de malversation financière, ou dans le cas de Kingspan, plutôt quasiment de trafic, trucage des tests qui ont été faits. Je vais revenir sur ce cas. Donc, et les marchés en tiennent compte. C'est-à-dire qu'au moment où ça arrive... Il y a plus de scandales parce qu'ils sont plus révélés par les marchés d'une certaine manière ? Eh bien, c'est une bonne question. C'est une Ou très est-ce bonne qu'il y a question. plus de scandales parce que, je sais pas, les entreprises agissent de manière de plus en plus scandaleuse, alors qu'on parle tous de responsabilité, capitalisme responsable, finance responsable ? Je pense qu'il y a... Alors, c'est très difficile de savoir s'il y en avait plus ou moins avant. Ce qui est sûr, c'est que la différence, c'est qu'il y a ce système d'alerte, y compris en interne, les lanceurs d'alerte, en externe, en interne, qui font leur boulot d'aller... En externe, en interne, qui font leur boulot d'aller un petit peu triturer les choses. Et puis, il y a effectivement des médias, et ça va très très vite. Et le cas Kingspan, il est intéressant parce qu'effectivement, ils ont... Il faut l'expliquer, parce qu'on n'est pas tous au courant, on ne connaît pas forcément la boîte déjà. Absolument. Donc Kingspan, qui a fourni des matériaux d'isolation dans le cadre d'une rénovation d'une tour à Londres. Donc 2017, cette tour prend feu. Le feu n'a rien à voir avec Kingspan au départ, mais ce feu se propage plus vite que prévu. Et donc, à ce moment-là, évidemment, Kingspan est mis en accusation pour justement ne pas avoir fourni des matériaux dont les normes en cas d'incendie étaient suffisantes. Le procès est en cours, donc c'est une histoire qui était connue, sauf que là, la donne a changé. En 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé ? D'une part, il y a eu beaucoup de lanceurs d'alerte internes dans la société qui ont fait remonter des emails en expliquant que tout le monde était au courant, que les matériaux n'étaient pas suffisamment aux normes, et donc potentiellement même, ça avait été truqué. Donc là, deuxième alerte, et bien effectivement, Kingspan avoue d'une certaine manière que oui, au moment où il y a fallu faire la certification, ils ont truqué pour que les matériaux soient éligibles à cette rénovation. Là, c'est Dieselgate. Vous nous refaites l'histoire du Dieselgate, absolument. Version fournisseur de matériaux. C'est ça, version construction, rénovation, absolument. Et imaginez-vous bien que le Dieselgate, c'est quoi ? C'est la suite d'une réglementation qui a imposé des normes pour l'environnement. Les matériaux de construction et le building en général, c'est exactement ça qui est en train de se passer aussi. Et alors, suite à ça, et là on voit l'enchaînement des signaux, c'est réglementations trop strictes, trop vite, peut-être, qui poussent finalement à aller
à la Plus que fraude. franchir la ligne jaune. D'une certaine manière, c'est possible, effectivement. Ou alors parce qu'on se rend compte qu'il y en a certains qui ont fait l'effort d'aller plus rapidement que les autres, et donc on va se faire rattraper, entre guillemets, par la réglementation. Et dans les derniers signaux, et c'est ces enchaînements-là qui, moi, m'intéressent, le patron de la division en question chez Kingspan a démissionné, pré-retraite. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Et puis, il y a 3 semaines, plusieurs patrons, ils sont 3, ont vendu leurs actions. Les insiders, qui ont vendu leurs actions. Bon. On ne sait pas encore si c'est insidé ou pas, mais ça fait quand même Et ça, c'est des éléments qui vous suffisent pour dire, on verra ce que donne le procès, évidemment. La justice va suivre son cours, comme on dit. Mais vous, en tant qu'investisseur, vous dites, c'est fini, je ne peux plus en avoir. Il y a 2 raisons. La première, c'est que les clients qui vont sur mes fonds, qui sont des fonds ISR, responsables, bien sûr, ne veulent pas de ce type d'entreprise. Et la deuxième raison, qui est encore plus pragmatique, c'est que là, ça y est, on est dans des marchés qui vont donner un prix à ça. Et en général, ça coûte cher. Ça coûte cher au moment où l'annonce tombe, et ça coûte cher aussi dans la durée, parce que la réputation, c'est quelque chose qui se déconstruit très vite et qu'il faut longtemps pour reconstruire. Et au passage, alors Saint-Gobain perdait 4% vendredi sur ses audiences de la justice britannique. On comprend que eux, ils ont fourni les matériaux, que c'est pas eux qui étaient les promoteurs évidemment de cette tour ou de la rénovation de cette tour en l'occurrence. Saint-Gobain, c'est différent de Kingspan à ce stade. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas communiqué de la même manière. Ils n'ont pas le problème est le même, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont truqué les tests sur les matériaux. Ouais, c'est ça. La question se pose pour tout le monde désormais. Absolument. Ouais. Bon. À suivre. Alors, si vous voulez réagir, mais l'autre exemple marquant de cette fin d'année, c'était évidemment Solution 30. Et voilà, j'en ai discuté avec beaucoup de gérants, et il faut comprendre l'affaire Solution 30 sans forcément essayer de trancher qui a tort, qui a raison dans cette affaire assez compliquée, nébuleuse. Et là aussi, les avocats, les plaintes vont arriver et la justice passera évidemment par là. Mais je regarde ce dossier avec l'effet mémoire de Wirecard, il n'y a pas si longtemps que ça encore. Et c'est vrai que je constate déjà que beaucoup des gérants qui avaient du Wirecard sont aussi des gérants qui ont ou ont eu du Solution 30. C'est à peu près le même profil de gérants, des fonds croissance Europe, mid-cap, on va dire. Je constate que pas mal de gérants sur Wirecard ont parfois attendu la dernière minute avant de liquider leur position, alors qu'on avait des signaux faibles, sérieux, documentés par les journalistes du Financial Times depuis des années déjà. Certains gérants, en tout cas, ont attendu la dernière minute. Et aujourd'hui, ces gérants n'attendent plus de savoir qui a raison chez Solution 30 entre Muddy Waters et le management de Solution 30. Par précaution, au moindre doute, ils liquident toutes les positions. Là, il y avait quand même un gros doute, comme vous dites. Après, c'est pas à nous de juger si y a fraude ou pas. Nous, on n'en a aucune idée. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà une alerte en mai 2019. Donc c'est vrai que le titre avait chuté, mais derrière, tout le monde avait les œillères, c'était reparti à fond. Mais néanmoins, après, il y a un vrai travail d'analyse financière de temps en temps à faire, notamment, bien sûr, de gouvernance. Parce que, la société était cotée sur Alternext, donc vous savez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de publications. Une société qui fait de plus d'1 milliard de capitalisation boursière sur Alternext, il n'y en a pas. Elle était encore en norme française, elle est passée au Luxembourg, elle est passée en IFRS 16 à ce moment-là, et toujours avec des audits au Luxembourg. Donc après, c'est vrai que rien que déjà, ça, c'est pas top. Déjà, vous pouvez dire, attention, en effet, n'allons pas dedans. Pourquoi une boîte de cette taille-là reste sur un marché qui est moins réglementé, moins liquide peut-être aussi qu'un marché Exactement, donc ça c'était la première interpellation. Après nous, c'est vrai que chez Raymond James, on n'en a jamais eu, pas qu'on ait vu cette fraude ni rien, éventuelle bien sûr comme je dis, mais nous, on a quand même pas mal de sociétés concurrentes qui ont déjà 2 fois moins de marge par exemple qu'elles, ou sinon des sociétés... Vous savez, c'est des sociétés, donc peut-être rappeler Solution 30, vous savez, c'est juste des techniciens qui viennent chez vous installer la fibre optique ou les compteurs Linky. Techniciens du dernier kilomètre. Exactement. Donc, quand vous faites des croissances de 30-40% de croissance organique par an, vous devez recruter à fond, former ces personnes. Et donc, OK que la croissance soit là, je pense que les contrats sont réels, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je ne comprends pas comment on peut faire autant de croissance avec une marge qui reste la même chaque année. Non, vous avez toujours la fameuse courbe en J quand vous recrutez. Vous pouvez demander à toutes les sociétés des ESN. Quand vous recrutez énormément, au début, il faut les former. Vous avez moins de taux d'utilisation et ça reprend après. Donc, c'est vrai qu'une société qui fait un tel niveau de croissance, pour moi... Avec une marge stable, c'est ça ce qui était le plus marquant pour moi. On verra après dans le temps. Et c'est notamment pour cela qu'on n'en a jamais eu, parce que j'ai jamais su aussi expliquer les chiffres. Voilà. Mais c'est intéressant. Ça veut dire, dans une démarche d'investisseur... Je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Est-ce qu'il y a fraude ou pas fraude, évidemment, et tout ça pour l'instant est au conditionnel. Mais il y a un truc que je ne comprends pas sur une boîte en hyper croissance.
je me prive finalement, parce que c'est un titre qui a été une darling et qui a délivré des performances stratosphériques sur le plan boursier. Je me prive de cette performance parce que je ne comprends pas. Non, après, comme dit Léa, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous vendez à vos investisseurs. Nous, chez Raymond James, on a une stratégie de donner de la récurrence de performance sur le moyen long terme. Donc, on préfère louper une très forte performance plutôt qu'avoir un gros gadin. Donc, c'est vraiment notre point de vue. Et c'est pour cela, pour éviter d'avoir la tête dans le guidon, on va utiliser des filtres quantitatifs en amont, en sélectionnant des valeurs de low volatility, de low beta et de momentum. Donc, c'est vrai qu'aussi, cette valeur n'était pas bien classée dans nos filtres, donc de toute façon, on n'avait pas. Voilà. Mais imaginons, même si on n'avait pas eu ces filtres, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ça ne rentrait pas du tout dedans. Et imaginons si elle avait été au mois de mai, la société aurait été devenue beaucoup plus volatile, elle aurait été sortie des filtres, à ce moment-là, on aurait dû couper. Et je pense qu'en effet, de temps en temps, mettre dans certains process de gestion peut-être un peu plus de filtres ESG dedans pour apporter plus de performance. Dans les critères ESG, Léa, donc le E c'est environnement, le G c'est gouvernance, le S généralement c'est social. C'est aussi sécurité. Oui. Absolument. C'est les questions de sécurité informatique, et là encore une fois, la fin d'année était riche en controverses et en attaques informatiques, que ce soit aux États-Unis, mais même sur le DAX, je crois, une société qui s'est fait hacker. Ces questions de sécurité informatique. Ça devient là aussi des questions de premier plan pour l'investisseur. Et c'est pas la première fois. D'ailleurs, ce qui arrive à Symrise, je pense que c'est quand même rocambolesque. Alors, ils font des produits pour la cosmétique, c'est ça? Alors ils font des ingrédients naturels, oui. ou pas d'ailleurs, pas que, mais c'est pas une boîte de tech, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont une bibliothèque de 15 000 ingrédients, donc ça peut être des saveurs, ça peut être pour mettre dans les crèmes des couleurs un peu différentes, ça peut être de la texture. Ça va dans l'agroalimentaire et la cosmétique principalement. Et eux, donc ils ont cette bibliothèque de données. Et on hack leur système pour aller récupérer des formules. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que font les hackers? Ils récupèrent des formules, ils scratchent l'intégralité du système. Donc la plupart des employés ne pouvaient plus communiquer qu'avec leur WhatsApp depuis quelques jours. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et si on leur rétablit en fait leur connexion et on leur rend leur bibliothèque de données, c'est sous condition finalement d'une rançon. C'est du banditisme. Bien sûr, mais on a déjà assez vu ce genre de... et c'est quelque chose de dingue. Et la société se retrouve totalement démunie. Et il y a eu des cas de sociétés par le passé qui ont payé pour ça, des sociétés non cotées qui ont joué le jeu de payer la rançon pour récupérer leurs informations. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que nos entreprises, il y a eu une vague sur les 10 dernières années de dématérialisation massive. Et donc, cette dématérialisation s'accompagnait par justement une sécurisation des données, que ce soit celle de l'entreprise ou que ce soit les données personnelles. Là, on est dans le cas de l'entreprise. Les données ne sont pas sécurisées. Non. Et Symrise, ça sera d'autres, c'est évident. Alors, vous dites, c'est intéressant parce que en tant qu'investisseur, l'entreprise qui se fait hacker, elle a une forme de responsabilité. C'est difficile parce que le voleur, c'est quand même le principal coupable. L'entreprise qui se fait voler, est-ce qu'on a bien fermé les fenêtres? Non, mais c'est quand même, on n'a quand même pas le droit de voler. Mais vous dites quand même si, du point de vue de l'investissement, du point de vue extra-financier, l'entreprise a une responsabilité plus importante sur la sécurité de ses données. Et c'est ce qui va distinguer d'ailleurs la controverse, la malversation de l'accident industriel, en quelque sorte. Là, on n'est pas dans la controverse. Non. C'est pas de la faute de Symrise, ils y sont pour rien, c'est tombé sur eux. Par contre, ça témoigne juste qu'il y a un problème parce que les opérations sont coupées depuis une semaine. C'est-à-dire qu'opérationnellement, l'entreprise ne peut plus agir. Ça veut dire que ça met à mal tout un tas de choses, y compris nous en tant qu'investisseurs, la pérennité de l'entreprise. Je pense juste effectivement qu'ils ne vont pas souffrir trop de ça, d'un point de vue ni réputationnel ni autre. Par contre, comment on s'assure à l'avenir, et surtout dans des entreprises où les données sont sensibles. Là, c'est comment on produit du menthol synthétique, ça va. Mais c'est pour ça que le lien avec ce qui s'est passé aux États-Unis est intéressant. Bien sûr. Parce que là, on passe à la cyberattaque majeure. On passe à la catégorie supérieure. Le logiciel de SolarWinds, ils ont hacké je ne sais combien de sociétés et des administrations américaines aussi, visiblement. Et là, vous tombez dans la donnée sensible. Mais en tant qu'investisseur, parce qu'on va parler de la transparence aussi de l'information sur les questions environnementales et climatiques, se développe désormais le Say on Climate, comme on avait vu le Say on Pay. Maintenant, il va falloir dire, les entreprises vont devoir dire ce qu'elles font pour le climat et comment elles gèrent leur empreinte climatique. Et le faire voter. Et le faire voter, évidemment, auprès des actionnaires en assemblée
l'Assemblée Générale, mais vous allez demander aux entreprises de dévoiler leur stratégie de sécurité de données. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est compliqué de livrer, d'être transparent sur tout type d'informations. Alors moi, je ne suis pas forcément contrariante pour être contrariante, mais là, je ne suis pas très à l'aise avec ce Say on Climate. Le Say on Climate, effectivement, c'est la même chose que le Say on Pay, c'est-à-dire demain, en Assemblée Générale, une entreprise va devoir démontrer quelle est sa politique climat, ses ambitions, notamment pour aller vers la neutralité carbone, et démontrer chaque année qu'elle atteint ses objectifs. Et à l'Assemblée Générale, donc aux actionnaires, c'est-à-dire des gens comme nous, mais aussi des petits porteurs, de dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Premièrement, quelle est la capacité qu'on a à comprendre ça ? C'est pas si simple que ça. Ça s'appelle la démocratie actionnariale, voilà. Léa. Mais est-ce que c'est du ressort de l'actionnaire de prendre ces décisions-là ? C'est là où j'en viens. C'est-à-dire que normalement, vous élisez un conseil d'administration. Ouais. Et c'est à lui d'aller challenger, puisqu'il en a les compétences, il a les informations, effectivement, pour le faire, d'aller challenger la direction de l'entreprise pour qu'elle prenne les bonnes décisions et que la stratégie qui est mise en œuvre soit respectée. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, quand vous êtes actionnaire, eh bien vous changez votre conseil d'administration. Et là, on est en train de décaler la responsabilité à un niveau qui n'est pas du tout le bon, à mon sens. Pourquoi ? C'est de la démagogie ? Les conseils d'administration sont pas, suffisamment challenging, à la hauteur, pour reprendre les mots de Louis de Fels ? Je pense que oui. Il y a un état de fait sur les conseils d'administration qui, aujourd'hui, sont parfois très complaisants vis-à-vis des dirigeants qu'ils ont. Et d'ailleurs, une bonne question à poser en général à un dirigeant, c'est qui est là pour vous challenger demain si vous allez faire une acquisition. Est-ce que quelqu'un peut s'opposer à vous ? Bon, on a vu un peu les catastrophes que ça a donné dans certaines entreprises. En tous les cas, le Say on Climate, l'idée générale, évidemment, je la soutiens, que les entreprises communiquent plus sur leurs ambitions climat, qu'elles donnent des chiffres, qu'elles donnent des objectifs. C'est évident que ça fait partie du business model aujourd'hui. J'ai aucun doute là-dessus. En revanche, est-ce que l'Assemblée Générale est le bon endroit pour le faire ? Je ne sais pas. Et je pense qu'il faut rappeler aussi, parce que tout ça fait écho à l'affaire Total, parce que Total a été challengé de ce point de vue-là et s'est vu déposer une résolution externe cet été. Il y a 3 niveaux quand même dans la démarche qu'on va avoir vis-à-vis d'une entreprise en tant qu'investisseur. Il y a d'abord le dialogue. On peut commencer par parler et essayer de comprendre s'il n'y a pas suffisamment d'infos, pourquoi, quelles sont les ambitions. Ensuite, il y a l'engagement, c'est de dire, bon, ok, les réponses que vous m'avez apportées ne me satisfont pas. Donc, nous, on aimerait que vous alliez un peu plus loin sur ces sujets en particulier, que vous nous donniez plus d'informations. Et puis, il y a l'activisme. Et là, le dépôt de résolution, on rentre dans la dernière catégorie. On est dans l'activisme. On en a déjà discuté souvent, c'est un métier à part entière. Ouais. Bon, de toute façon, comme le Say on Pay, le Say on Climate n'est pas coercitif et pas engageant pour l'entreprise. Effectivement, dernier point, et c'est très important, ça n'engage en rien. C'est-à-dire que l'Assemblée Générale peut vous dire on n'est pas d'accord, et à la fin, ils vont le faire quand même. Ouais. Et sur les rémunérations, ça a causé beaucoup de problèmes. C'est ce qui s'est passé chez Renault à l'époque. Bon, quelques commentaires là sur ces critères extra-financiers. Non, peut-être pas, mais c'est votre réalité quand même aujourd'hui en tant que gérant. Plus personne n'y coupe. Plus personne n'y coupe, on le voit bien. C'est qu'en plus, nous, on est spécialisé chez Raymond James sur les small et mid cap. Donc, on voit bien que l'information n'est pas aussi transparente en tout cas dans les rapports annuels. Il n'y a pas toujours des rapports sur sustainability que font les grands groupes du CAC 40. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'avec la Covid qui est arrivée, plus tous les flux et la thématique ESG, c'est quelque chose où tout le monde est en train de s'y mettre, et même les sociétés de petite capitalisation boursière. On voit que dans le rapport annuel 2020, ça commence tout juste à grandir, mais là, j'en suis sûr qu'en avril-mai 2021, il y aura comme par hasard 20 pages de plus, un rapport spécialisé. Donc tant mieux, donc c'est vrai que ça va dans le bon sens. Et je pense que ceux qui le faisaient déjà depuis très longtemps, il y aura peut-être une prime boursière qu'on pourra avoir, ceux qui sont très transparents sur les déchets, la tonne de CO2, qui le font déjà, et pas éviter d'aller chercher. Il faut que l'information soit aussi très transparente et facile à trouver. Ouais. Je partage totalement ce point de vue, parce que quand on regarde les blue chips aujourd'hui dans les large caps, ce sont celles qui, dans les années 2000, vous parlaient déjà de développement durable. Si je prends juste les françaises, c'était Schneider, c'était Air Liquide, c'était ces gens-là. Les meilleurs élèves de l'ISR aujourd'hui, pour faire simple, c'est déjà des boîtes qui ont un passé et un passif de ce point de vue-là, positif. Tout à fait. Et je pense que le mouvement sur les small et mid cap que vous décrivez, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire celles qui, depuis 2-3 ans, ont commencé à amorcer, à créer des fonctions aussi en interne, sont celles qui, dans 10 ans, seront beaucoup plus en avance que les autres. Hâte de voir le rapport de Solution 30. Ouais.
Je pense que l'affaire n'est pas terminée. Solution 30 qui s'est stabilisée, je crois, autour de 10 euros, mais qui a perdu 50% de sa valeur, effectivement, sur ces nouvelles allégations. Ça restera le dernier scandale de cette année 2020 pour la cote française, j'entends. Merci à vous deux. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart. Léa Dunant-Châtelet, directrice de l'investissement responsable de DNCA, et Louis Defels, le directeur général de Raymond James Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du soir, c'est celui de l'immobilier et de l'impact. 2 thèmes pour le prix d'un, et donc 2 invités qui sont à mes côtés. Éric Venel, directeur général de Montbleu Finance. Bonsoir Éric. Bonsoir. Et Éric Villeman, qui est responsable de l'investissement immobilier, notamment chez Montbleu Finance. Bonsoir à vous Éric. On parle avec vous d'un nouveau produit que vous lancez. Éric Venel, je commence avec vous parce qu'il faut peut-être partir de la macro pour expliquer ce que vous voulez faire avec cette OPPCI qui s'appelle Blue Cairn. Déjà, un premier point quand même. Oui. Ça montre que c'est une année quand même très dynamique dans vos métiers, puisqu'on lance des nouveaux fonds. On lance, là en l'occurrence, donc un organisme de placement collectif immobilier réservé aux professionnels. C'est ça l'OPPCI. Oui. Pour l'instant, il faut 2 ans de track record pour pouvoir l'offrir aux particuliers. Mais l'idée, c'est bien de l'offrir aux particuliers, mais il faut qu'on leur montre qu'on sait faire, en fait. Ouais. Et alors, un organisme de placement immobilier, c'est à la fois une petite partie financière, c'est pour ça que je suis là, et puis une grosse partie immobilière que fait Éric. Voilà. Alors pourquoi ? C'est quoi le constat de départ qui vous... Le constat de départ, c'est que, puisque je gère la finance, en fait, les banquiers centraux inondaient le monde de liquidité, et donc ça a monté la valeur des actifs. Alors, les bourses, les valeurs des entreprises ont monté, les valeurs des obligations ont monté par une baisse des taux. Et quand vous avez un titre qui monte en bourse, on s'aperçoit qu'il y a plein de levées de fonds. Vous prenez les small caps, ils se sont gavés de liquidités. Et donc, vous avez un effet sur l'économie. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Le problème dans l'immobilier, c'est que, évidemment, l'immobilier a monté également. C'est peut-être gagnant pour l'épargnant, mais c'est perdant un petit peu pour le locataire, parce qu'il a du mal à suivre, les loyers ont du mal à suivre la valeur des actifs. Et surtout, au niveau des acquéreurs, c'est impossible de plus en plus. Donc, il y a un effet d'éviction. Progressivement, on évince les locataires pour qui c'est fait en fait de l'immobilier. Et donc pour éviter ça, vous voulez rééquilibrer cette équation immobilière. Exactement. Qui a trop favorisé, allez, on va dire les rentiers immobiliers, c'est ça, au détriment des locataires et de l'accession à la propriété. Exactement. On veut que cette montée des actifs profite également à l'économique et donc au pouvoir se loger. Et pour ça, on se propose de partager ce qu'on appelle la rente immobilière. C'est pour ça que c'est alors, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. On ira concrètement sur la partie immobilière avec vous après. Alors, avant, pourquoi on a aussi voulu faire ça, c'est que nos épargnants, nos clients à Montbleu, aujourd'hui veulent faire quelque chose de leur épargne. C'est pour ça qu'on parliez de l'ESG depuis des lustres et des lustres. Sauf que quand on fait de l'ESG, on va acheter des actions qui semblent bien pour à la fois le climat, le social et la gouvernance. Là, vous avez un impact réel, parce qu'on va se proposer d'acheter de l'immobilier et de partager donc cette rente immobilière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rente immobilière ? Eh bien, vous savez que depuis des années, l'immobilier monte, puisque c'est le placement préféré des Français, voilà. Sauf que au fur et à mesure, c'est de plus en plus difficile d'acquérir un logement. Si vous en avez un, auquel cas vous en revendez un, vous gagnez la rentabilité, la rente, mais vous la payez également. Mais si vous êtes jeune ou que votre première acquisition, c'est de plus en plus compliqué. Alors qu'est-ce qu'on se propose de faire ? C'est-à-dire que on met en place l'épargnant, à la fois le locataire et l'épargnant. Si vous avez une rente immobilière qui a monté de 20-30% des prix sur 5, 6, 7 ans, on se la partage. C'est-à-dire que l'épargnant n'en a que la moitié, mais le locataire en a aussi la moitié. C'est-à-dire qu'on lui propose d'acheter son bien au bout de 5 ans à une décote de la moitié, donc de ce qu'on appelait la rente immobilière. Et ça rencontre une demande aujourd'hui de la part de vos clients épargnants. Ils sont prêts à ce partage. Oui. Les intérêts sont gagnant-gagnant, c'est ce que je comprends. Alors, au départ, on dit mais on perd. Puisqu'on perd la moitié. Sauf que non, parce que d'abord, on donne un sens à son épargne, et 2, quand vous êtes locataire, que vous avez la possibilité d'acheter votre bien, vous y prenez soin davantage. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Et là, vous avez un réel impact. C'est pour ça qu'on appelle un fonds impact.
Éric Wilman, comment est construit ce fonds? Qu'est-ce qu'il caractérise? Et sur la partie immobilière, effectivement, alors je trouve ça intéressant que le produit soit lancé maintenant. Vous êtes en phase de souscription. Mais ça veut dire que c'est un bon moment pour investir dans l'immobilier et dans les logements, en l'occurrence, Voilà, Éric. c'est très résilient, comme on le dit. On est sur un fonds à 80-20, donc 80% de poches immobilières, 20% de poches financières, que il va gérer, qui permet d'assurer la liquidité, en fait. Voilà. On est sur un fonds très régulé, donc à un rythme de valorisation trimestriel qui permet des retraits à moyen terme assez facilement. C'est la grande différence avec les SCPI, notamment, c'est ça. Sauf que les SCPI commencent justement à se contraindre l'épargnant et des gates au bout de 5 ans. Voilà. Nous, on est à peu près c'est nos concurrents frontaux dans cette typologie de fonds, sachant que, comme vous l'avez dit, on est à professionnel, mais assimilé professionnel. On est au-delà de 100 000 euros, donc c'est un ticket un peu plus important, surtout sur des investisseurs qui recherchent un aspect sociétal et un aspect de rendement. Parce que l'investissement, c'est aussi du rendement. Voilà. Bon, sur l'immobilier, concrètement, là, comment vous arrivez à circonscrire l'immobilier que vous avez envie d'acheter aujourd'hui dans le logement? On est en trois thématiques dans l'investissement immobilier. La première, c'est la stratégie. Stratégie, c'est du neuf, c'est du résidentiel. On va dans des zones tendues pour s'assurer qu'il y a un rendement derrière efficace. À partir de là, on va aller dans les grandes régions. Voilà, région parisienne, la France, les grandes métropoles françaises. À partir de là, on va établir un sourcing auprès des promoteurs nationaux et régionaux. On va aller dans le top 30. On ne va pas choisir les premiers parce que, on le sait, la qualité n'est pas là. Ils produisent pour produire. Il ne faut pas hésiter à le dire. C'est du quantitatif. Oui, exactement. Et après, effectivement, on va appliquer des critères. Des critères qu'on dit une approche ESG. Donc le E, c'est l'environnement. Dans l'immobilier neuf, c'est assez facile puisqu'on est sur de la réglementation thermique 2012, on est sur du BBC, on est sur de l'amélioration, donc du RT 2012 amélioré, et bientôt du RE 2020 qui compliquera la donne pour les marges des promoteurs, effectivement. On s'intéresse effectivement à tout ce qui est DPE, donc le diagnostic performance énergétique. Donc c'est du A, c'est du B, c'est du neuf, donc c'est du basique. Après, nous, on est surtout du sociétal. Le sociétal, c'est l'accès à la propriété au bout de 5 ans. Sans là. Après, on va rechercher le confort et le bien-être du locataire. Ça passe typiquement, avec l'effet Covid, on le voit, par des balcons, des loggias qui sont d'une grande dimension. On est sur du 15 mètres carrés, donc c'est assez important. Il y a plein de petites caractéristiques qu'on peut ajouter, c'est l'accession à des jardins collectifs, par exemple. Une borne électrique dans les garages. C'est des petits plus. Voilà. On peut avoir une salle de bain totalement équipée, comme une cuisine équipée. C'est des demandes des locataires qui vont faciliter la location et qui vont faciliter également la vie du locataire et sa revente. Et lui, il va vouloir envie de l'acheter au bout de 5 ans. Voilà. Après, il y a le G de gouvernance. Classiquement, c'est la relation entre le fonds et toutes les tierces parties qui sont les gestionnaires. On va faciliter une sorte d'économie circulaire, solidaire, régionale. En fait, on va faire appel à des artisans locaux, on va faire appel à des administrateurs de biens locaux et on va développer notre relation avec le locataire. Bon. Voilà. Vous cherchez des logements de quelle taille? On est plutôt sur de la niche et du qualitatif, donc on va chercher, nous on est plutôt sur des petites tailles moyennes, dans des programmes qui font jusqu'à 100 lots. Donc nous on peut intervenir, on peut acquérir entre 10 et 50 lots. Sur une taille, en gros, ça fait du 2-3 millions jusqu'à 10 millions. Voilà. D'accord. Et donc l'idée, c'est d'avoir du rendement, mais aussi de chercher de la plus-value immobilière, c'est ça, hein? Exactement. Sachant que vous repartagez une partie des bénéfices avec les locataires. Voilà. Bon, Éric, c'est pas à la rechercher. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y en a, et on souhaite qu'il y en a, parce que justement, on va dans les zones tendues, puisque comme il y a un besoin qui n'est pas satisfait, on va acheter là où c'est. Et pour justement pouvoir que les locataires achètent, on leur propose ce call pour acheter leurs biens. Mais oui, on espère qu'il y en aura. Et donc, on est en plus d'autant plus facile dans nos bottes puisqu'on la partage, cette rente immobilière. Mais ce n'est pas le souci. Le souci, c'est bien d'aider à l'acquisition de logements. Ils n'ont pas d'obligation. Non, bien sûr que non. C'est gratuit, c'est un pool d'acquérir. C'est ça. C'est-à-dire que le locataire qui a la chance, entre guillemets, d'avoir comme propriétaire, c'est Blue Cairn, c'est ça le nom de l'OPVC. Vous allez venir le démarcher et lui dire, voilà, on vous propose. C'est indexé dans le bail. Oui. Alors, il a un an et demi pour gérer son option. Et sinon, s'il ne souhaite pas le faire, pour des raisons personnelles ou peu importe,
hop, c'est redistribué à l'épargnant. Ouais. Voilà, c'est une façon d'intervenir sur son épargne. D'avoir cet impact. Juste encore un mot sur l'immobilier, hein. C'est vous le spécialiste, Eric Wildman, mais sur le logement, qu'est-ce que cette crise pandémique va avoir modifié structurellement justement dans les habitudes? Vous disiez c'est des petits plus qui vont faire les choses, l'espace extérieur. C'est le retour à la nature. Ouais. La proximité de la ville, Ça, le c'est retour à la nature. Voilà. une vraie réalité, pardonnez-moi la redondance, mais c'est oui. C'est une réalité. On va rechercher des programmes dans des villes type Annecy, Ouais. voilà, au cœur de la montagne, près des frontières aussi, puisqu'on a pas mal d'allers-retours au niveau économique. Ouais. Donc voilà, Ouais. c'est les tendances qui se confirment. Sur la partie financière, alors qui va être gérée quoi, une poche financière donc de 20%, c'est ça, dans l'OBCI? Il faut toujours, réglementairement, garder 5% de liquidité. D'accord. Et puis le reste, Et c'est en donc, fonction cette poche financière, c'est quoi? Assurer de la liquidité et puis quand même Et du rendement, et faire du rendement et de la performance pour Exactement, mais repartager. toujours avec le même principe Ouais. des critères ESG. C'est-à-dire que là, on va peut-être appuyer davantage C'est sur quel les type de fonds prix, impact. jusqu'à quel type de prise de risque vous allez pouvoir aller dans cette poche financière? L'AMF nous autorise qu'à 30% d'actions parce qu'on considère que les actions se risquent. Vous connaissez mon penchant sur les actions, Grégoire. Moi, je pense qu'on mériterait plus parce qu'on gagne plus sur les actions que sur les obligations. Mais on va alléger cette contrainte, le fait qu'on va notre poche obligataire, ça c'est fort de green bond. C'est-à-dire des émetteurs. Alors, ça, on a l'économie circulaire, si vous voulez. Il y a des émetteurs qui ont besoin de lever des fonds pour faire des travaux dans l'immobilier. Alors, c'est pour utiliser peut-être des isolants dont vous parliez tout à l'heure. Mais bon, voilà. Donc ils émettent, bien sûr. Ils émettent des. Il y a une cohérence, vous dites, entre la Oui. partie de la gestion financière tout à fait. et Oui. l'immobilier à côté. Oui, tout à fait. Et de même que toujours dans cet aspect d'économie circulaire, on essaye de mettre nos programmes aux côtés de l'épargne qu'on récolte. C'est-à-dire qu'on a des gros intervenants qui disent tiens, voilà, moi je suis dans le nord de la France ou j'aimerais bien, puisqu'il y a une satisfaction à agir, collée à mon département, à ma région. Donc on essaye aussi, là encore, non seulement de faire intervenir des entreprises à côté, mais aussi là où il y a l'épargnant. En fait, on se met à la place de l'épargnant qui ne sait pas toujours faire. Moi, au départ, l'immobilier, je n'ai jamais voulu faire. Voilà, on s'est mis autour de spécialistes et on va faire ça au nom de nos épargnants. Et donc il faut passer d'abord par une clientèle un peu avertie, professionnelle, Oui. pour ensuite pouvoir élargir ce fonds au grand public. Hein. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne, Eric. Bon. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus nous parler de ce produit, donc cet OPPCI pour l'instant, qui sera peut-être demain un OPCI, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi l'investissement immobilier et l'impact. Vous essayez d'allier les deux aujourd'hui chez Montbleu Finance. Merci d'être venu nous voir. Eric Venet, directeur général de Montbleu Finance. Eric Wildman, le responsable du pôle immobilier de Montbleu Finance, qui était avec nous, les invités de Marché à thème dans Smart Bourse ce soir. Très bon début de soirée. On se retrouve nous demain en direct, encore pour quelques jours, à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.